Petite vidéo dans la série Où va l'argent de nos impôts. Vous allez voir, je me marre parce que c'est complètement fou. Des chercheurs du CNRS auraient peut-être commis une attaque terreau contre le consulat de la Russie à Marseille. Enfin, mais quel délire les amis. Donc on va se plonger dans cette nouvelle. Avant, je voulais vous rappeler que le CNRS n'en est pas à sa première petite boutade. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous aviez une directrice de recherche du CNRS qui, lorsque le petit Thomas avait été tué par des racailles anti-françaises, qui était venue au secours des racailles pour dire mais non, mais ce n'est pas du tout un acte anti-français, c'est Roméo et Juliette, voilà, ce qu'on a vu sous nos yeux, c'est Roméo et Juliette. Également dans le contexte où je crois que c'était un enfant qui avait été fauché par des racailles à scooter, et bien là, on avait eu une nouvelle déclaration de cette directrice de recherche au CNRS. Regardez un petit peu le niveau. Et que, en fait, ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui, d'ailleurs c'est intéressant l'idée du Covid, qui s'ennuient, qui n'ont pas de distraction. Vous savez, c'est West Side Story, on se retrouve dans les bandes, on fait des bêtises, etc. Alors parfois ça a des conséquences épouvantables, et donc c'est clair, mais décider de mettre en prison ou d'être extrêmement répressif à l'égard de ces jeunes gens qui 2 ans après vont se marier, vont trouver du boulot, et finalement seront des citoyens comme vous et moi, c'est un peu comme le tag. Moi j'avais une amie de très bon chic bon champ, dont son fils faisait des tags, et c'était dangereux, parce que finalement pour lui, déjà, je crois qu'il est... Et en même temps, c'était un bon garçon. Maintenant, il est marié, il a des enfants, il a un très bon travail. Donc, bah oui, mais il était bon chic, bon genre. Alors que eux, vu qu'ils n'ont pas de parents qui s'occupent d'eux, si vous n'avez pas un petit peu la police et la justice qui les recadrent, non, ils vont pas se caser, cocotte. Fais un petit peu de sociologie. Je vais t'apprendre la sociologie, ma petite dame. Décider de la répression sur ce genre d'activités qui sont dangereuses, je ne suis pas en train de dire le contraire, on le voit, mais qui finalement sont mises en place ou utilisées, sont effectuées par des gens qui ne sont pas des délinquants au départ, même s'ils savent peut-être même pas que c'est interdit, j'imagine pour certains. Bon. La vache. Bon. Si, enfin bon, en tous les cas, et voilà. Et nous voit arrière en ville, parmi la population. Ils savent que c'est dangereux. Non. Je ne suis pas sûre qu'ils savent que c'est interdit. Ils sont au courant, bien évidemment. Mais en tout cas, ce ne sont pas des vrais, des délinquants. Ce ne sont pas des criminels de guerre. Ce ne sont pas des criminels. Voilà. Et les mettre en prison ont décidé de bloquer leur vie d'une certaine manière. C'est une décision qui n'est pas facile. Moi, je crois qu'il vaut mieux empêcher, comme vous dites, par la pédagogie, leur expliquer que c'est dangereux, leur expliquer que c'est... Oui, vite, un petit peu d'argent public pour régler ce problème social. C'est interdit, leur trouver des distractions moins dangereuses. Un petit peu d'argent public pour leur trouver des distractions. Dangereuses me semble plus efficace. En même temps, il est intéressant aussi le me semble plus efficace, histoire de dire bah en fait j'y connais rien, sauf que moi on me paye avec vos impôts pour pouvoir donner mes avis qui ne sont que le reflet de mon idéologie. Et donc on savait déjà que le CNRS, en tout cas en sciences sociales, hein, je pense que vous pouvez être chercheur au CNRS et faire un bon travail dans les sciences dures, mais en sciences sociales c'est à peu près n'importe quoi, à quelques exceptions près. Mais donc ces gens, pourquoi sont-ils payés? Ils sont payés pour mettre un voile sur le réel. Ce qu'elle fait ici, c'est de l'euphémisation. Ce ne sont pas des racailles qu'il faudrait mettre en tôle, ce sont de jeunes gens qui s'ennuient et puis hop, on va chercher une petite référence poétique, c'est West Side Story, c'est Shakespeare, etc. Et tout ceci permet de rendre le réel plus digeste pour les bobos, parce que certains bobos qui regardent ça peuvent se dire ouais mais quand même on dirait bien des racailles, et je trouve qu'il y a une petite constante qui relie toutes ces racailles, c'est marrant. Non, attendez, ne commencez pas à généraliser, nous allons euphémiser le réel. Et là, le CNRS a passé un cap dans son engagement, donc déjà on va se regarder la petite vidéo. Donc regardez, hop là, la petite bouteille incendiaire. Donc ce monsieur, apparemment, donc regarde, petite bouteille incendiaire, ça, et donc ça c'est le consulat de la Russie. Apparemment, après c'est peut-être des fake news, mais je ne pense pas, parce que l'information a été également relayée par la Provence. Donc on va regarder l'article de la Provence. Mais donc vous avez manifestement au CNRS payé par nos impôts, et bien des gens qui font un travail qui n'est pas du tout un travail de chercheur, mais qui est d'abord un travail de militant.
militants. Interpellés quelques heures après avoir jeté des bouteilles détonnantes dans les jardins du consulat de Russie, les auteurs présumés, 2 chercheurs du CNRS soutenant la cause ukrainienne, ont reconnu les faits. Chercheurs du CNRS soutenant la cause ukrainienne. Si vous voulez, donc vous savez, hein, j'ai passé un assez long moment dans le monde de la recherche. J'ai fait d'abord une thèse au Fonds national de la recherche scientifique en Belgique. Ensuite, j'ai fait un post-doctorat à Oxford. J'étais au Corpus Christi College. Et ensuite, j'ai fait 3 ans en tant que chercheur post-doctorant, toujours au FNRS. Donc, c'est en gros l'équivalent du CNRS en Belgique. J'étais chercheur dans le domaine de la rhétorique. Donc, le gros de mon travail, c'était de comprendre ce qui pouvait persuader. C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez déclencher des actions chez ceux qui vous écoutent par les mots. Mais à côté de ça, je m'intéressais beaucoup à l'épistémologie, à l'histoire des sciences et au débat sur ce qu'est la méthode scientifique, parce que d'un côté, j'avais conscience que j'étais plutôt dans le domaine des sciences humaines, mais d'un autre côté, je voulais être sûr de faire du bon travail. Et vous avez eu tout un courant, notamment dans les années 70, qui visait à dire, un courant venu de la gauche, qui visait à dire, en fait, la science, ça n'existe pas. En fait, il n'y a que de l'idéologie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des délires woke du type les maths, c'est raciste, la physique, c'est raciste, la biologie, c'est sexiste, etc. Tout ça vient de ce courant. Donc vous avez des chercheurs en sciences sociales qui sont allés regarder les travaux des chercheurs en sciences dures pour dire non mais regarde, en fait si tu as posé telle hypothèse plutôt que telle autre, si tu as décidé de travailler sur tel sujet plutôt que tel autre, ça montre bien que tu as une idéologie. Donc vous avez eu un courant qui visait finalement à dire puisque nous dans les sciences humaines et dans les sciences sociales, on nous dit vous n'êtes pas des vrais chercheurs, vous ne faites pas de la science, vous faites de l'opinion, vous faites de l'idéologie, vous avez des chercheurs en sciences sociales qui ont essayé d'étendre la critique en jetant, si vous voulez, le discrédit sur les sciences dures. Et ça n'a pas duré très longtemps, notamment dans les pays plus libéraux, parce que quand vous avez des gens qui commencent à faire à peu près n'importe quoi, ils finissent par ne plus avoir de budget. Par contre, en France, le courant a beaucoup tenu. Tout le courant qui consiste à dire, en fait, il n'y a pas de science, il n'y a que de l'idéologie, en fait, il n'y a que de l'opinion, c'est ce qui permet aujourd'hui, j'imagine, si vous demandez à ces personnes du CNRS, non mais en fait t'es censé faire de la recherche, t'es censé être un petit peu objectif, comment est-ce que ça se fait que tu fais de l'idéologie? Ces gens vont te dire non mais tout n'est que politique, tout n'est qu'idéologie, la science n'existe pas, etc. Et donc c'est comme ça que ces gens peuvent se défendre. Et moi j'ai très bien vécu ça également dans le monde de la recherche. Si vous voulez, moi j'essayais vraiment de faire quelque chose qui s'apparentait à de la science, de faire des expériences du type pour savoir si telle figure de rhétorique, telle technique de rhétorique est plus persuasive que telle autre technique de rhétorique, vous faites 2 versions d'un discours légèrement modifiées, vous soumettez ces 2 versions à 2 auditoires qui sont différents mais quand même similaires dans leur composition pour que le résultat veuille dire quelque chose, et avec ce genre de quasi-expérience, si on répète ça régulièrement, on peut arriver à certains résultats qu'on peut corroborer en regardant les travaux d'autres chercheurs qui testent des choses similaires. Donc j'étais vraiment dans une démarche scientifique, m'approprier l'état de l'art, faire des expérimentations, et j'utilisais vraiment mes classes et mes amphis comme des terrains d'expérience et comme des terrains d'expérimentation. Quand on a tous les ans des classes avec parfois une trentaine, parfois une cinquantaine, parfois une centaine de personnes, on peut en profiter pour tester des choses en situation. Mais à côté de moi, il y avait des gens, notamment dans le département de psychologie sociale, je crois que les pires, c'était les gens dans le département de psychologie sociale qui travaillaient sur les stéréotypes. Et donc vous aviez des gens qui partaient du principe que les blancs avaient un stéréotype sur les migrants, donc ça c'est l'hypothèse de base, et ensuite on va faire plein de tests pour prouver que ouais, il y a bien un stéréotype et il faut faire des politiques publiques pour pouvoir corriger les stéréotypes, etc. Et donc les gars, ils étaient chercheurs le jour et le soir, ils allaient dans des manifs pro-migrants, etc. Donc ces gens étaient des chercheurs militants, et si on leur demandait mais tu crois pas qu'il y a une éthique de la recherche qui suppose une certaine neutralité, ces gens disaient mais non, mais t'es fou, ça existe pas la neutralité, on est tous engagés, tout est un combat politique, et le fait que tu sois pas engagé d'un côté ça veut dire que t'es de droite, etc. Donc c'était vraiment ce délire là, et moi en tant que chercheur j'essayais vraiment d'avoir ma ligne. Et si vous regardez ma chaîne de rhétorique, vous allez voir que les 4 premières années de cette chaîne YouTube, ça aurait été très difficile pour vous de savoir si j'étais plutôt de droite ou de gauche. Il y a encore des gens qui arrivent ici et qui débarquent sur cette chaîne et qui me disent ouais mais je pensais que t'étais un gros gauchiste. Pourquoi? Parce que j'avais gardé cette volonté de faire un travail neutre, à savoir c'est possible d'analyser un discours de Mélenchon, même si je le déteste absolument, pour lui trouver des qualités rhétoriques. Donc j'avais gardé cette dimension de neutralité. Pourquoi? Parce que je considérais qu'étant à l'époque payé par de l'argent public, la moindre des choses, c'est que je fasse un travail qui soit utile à l'ensemble de mes concitoyens et pas seulement aux gens qui étaient dans la même équipe que moi. Et puis récemment, j'ai changé en me disant
disant mais en fait là je suis plus payé par de l'argent public, donc peut-être que je pourrais enfin me battre pour les choses dans lesquelles je crois, et c'est pour ça que je m'investis aujourd'hui sur cette chaîne avec cette ligne que j'ai décrite. Bref, tout ça pour dire que pour être chercheur, il faut beaucoup d'éthique et il faut beaucoup de rigueur, mais je dirais que 95% des chercheurs en sciences sociales ne l'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont de gauche, et que quand on est de gauche, on considère que c'est le bien, et donc que ce serait un crime de ne pas être de gauche dans toutes les activités de notre vie. On continue. Au matin du 24 février dernier, 3 projectiles jetés par-dessus le portail noir du consulat de la Russie et le bruit sourd d'une explosion avaient mis sous cloche tout un quartier du 8e arrondissement de Marseille, tandis qu'un périmètre de sécurité mettait à vif les nerfs des automobilistes. Empruntant la rue Paradis, le service du déminage, appuyé par les forces de l'ordre et les marins-pompiers de Marseille, opérait dans le calme et la minutie pour neutraliser 3 bouteilles en plastique jonchant la cour d'allée de l'élégant bâtiment en pierre blonde de l'avenue Ambroise Paré. Alors j'imagine qu'en plus la Russie, ça va leur permettre de dire « Regardez, on est attaqué, oulala, qu'est-ce que j'ai mal, Donc la Russie va en profiter pour faire sa petite crise d'hystérie. Donc merci, hein, merci les mecs du CNRS, je pense que ça va beaucoup aider dans le contexte actuel, mais vraiment réaliser ce qu'on paye avec nos impôts, quoi. Des bouteilles de soda de 50 centilitres dont les résidus sont en cours d'analyse, avait précisé la préfecture de police peu avant midi lundi. Une fois tout risque écarté, le personnel du consulat déconfiné et le périmètre de sécurité a été levé. Interpellés dès lundi au soir alors qu'ils participaient à une manifestation de soutien à l'Ukraine sur le Vieux-Port, les 2 protagonistes présumés au cœur de l'enquête ouverte en flagrance le jour pour dégradation par substance explosive ou incendiaire, avaient livré dès ce mardi 25 la recette de leur cocktail détonnant. Un cocktail d'azote et de substances chimiques. Ces 2 hommes respectivement âgés d'une 50aine et d'une 40aine d'années auraient non seulement reconnu les faits, expliquant avoir agi pour soutenir l'Ukraine, mais avaient aussi détaillé leur modus operandi. Ces 2 chercheurs du CNRS, la vache, le prestigieux Centre national de la recherche scientifique, l'un ingénieur et l'autre chimiste. Ah ouais, donc les mecs sont même pas en sciences sociales. Donc eux, ils ont été capables de détourner une science dure, quoi. Ils utilisent leur savoir en physique et en chimie pour pouvoir faire des petites bombes au service de leur combat. Bravo. Ils auraient mis à profit leurs connaissances pour garnir les 3 bouteilles en plastique d'un mélange d'azote et de substances chimiques pour produire un effet détonnant, un cocktail dont ils devront s'expliquer prochainement devant la justice. Bien voilà, ben c'est encore une illustration du fait que plus l'État a d'argent public entre les mains, plus ça fait ce genre de choses. Ça fait des gens qui se croient au-dessus des lois, ça fait des gens qui ont été embauchés pour une chose. C'est toujours comme ça, hein. Si vous regardez les statuts du CNRS, vous vous dites « Ouah, ça a l'air quand même super comme institution ». Si vous regardez les statuts sur le papier de l'Agence française du développement, vous vous dites « Ouah, c'est trop bien ». Et si vous regardez les contrats des gens qui travaillent là-dedans, vous vous dites « Ouah, c'est génial, ils ont une obligation de neutralité, ils ont une obligation de ci, ils doivent avoir une éthique, c'est absolument génial ». Je suis sûr qu'il y a également plein de gens qui sont payés pour contrôler que ces critères sont bien appliqués, mais la vérité c'est que rien du tout. Rien du tout. Une institution publique est vouée à dégénérer. C'est normal, c'est de l'ordre des choses. Pourquoi? Parce que, à la différence d'une entreprise, une institution publique n'a aucune responsabilité sur l'argent. C'est de l'argent qu'ils n'ont pas gagné, c'est de l'argent qu'ils n'ont pas mérité, et donc ils considèrent qu'ils peuvent en faire absolument n'importe quoi. Et tout ceci continuera tant que les Français continueront à voter pour le communisme. Et le problème, c'est que en France, le communisme va de l'extrême droite à l'extrême gauche, donc on est très bien parti. Mais il ne tient qu'à vous de changer la donne. C'est pour ça que je vous invite à me soutenir, à aimer cette vidéo, à la partager, à la commenter, et que je vous invite également à en faire de même. Commencez à dire les termes. Une chaîne YouTube comme celle que vous êtes en train de regarder, ça peut très rapidement devenir un petit business, et je vous invite à suivre le second lien sous cette vidéo pour commencer à recevoir mes articles, parce que dans quelques jours, je vais vous envoyer une série d'articles pour vous expliquer comment gagner vos premiers 1000 € par mois en ligne. Ça devrait être hyper sympa pour vous, parce que je me rappelle encore du jour où j'ai dégagé mes premiers 1000 € par mois. En fait, ce que ça veut dire très concrètement, c'est que vous vous dites, mais en fait, je pourrais faire ça dans la vie. En fait, ça veut dire qu'à partir de maintenant, je pourrais décider que je n'aurai plus jamais à être là où on me dit d'être, j'aurai plus jamais à rendre des comptes, j'aurai plus jamais à devoir aller sous la pluie, prendre les transports en commun, parce que on me dit
dit tu dois être à tel endroit à telle heure. Non, non, on peut commencer à se créer une vie où on travaille sur ce qui nous fait plaisir, au rythme qui nous fait plaisir. Mais pour ça, il faut dépasser ce premier cap des 1000 € de revenus en ligne par mois. Et c'est pour ça que je vais vous envoyer une série d'emails pour vous aider à atteindre ce cap. Donc loupez pas ça. Second lien sous cette vidéo pour commencer à recevoir mes articles. Prenez bien soin de vous et à très vite.